Le prince William s'est donc présenté devant les caméras, l'air épuisé, et en moins d'une minute, il a réussi à lâcher une phrase tellement déstabilisante que tout l'appareil de presse royal s'est quasiment paralysé. Le plus étonnant, c'est que personne n'était au courant de son intervention ce matin-là. Aucun agenda, aucun communiqué de presse, aucun bulletin soigneusement rédigé glissé à un journaliste complaisant. Un futur Roy pâle, comme un linge les yeux si rouges qu'on les voyait à travers l'écran agrippés au pupitre, comme s'il se tenait debout. Puis il ouvrit la bouche et parla d'une fracture irréversible d'un moment sans retour. Franchement, ses propos étaient si définitifs que même les journalistes les plus aguerris en restèrent perplexes. Si vous voulez suivre ce genre d'histoire quand elles ont du sens, abonnez-vous vite à Crown Watch. C'est précieux et nous vous en serions reconnaissants. Le plus étonnant, c'est que le prince William n'ait nommé personne. Il n'en avait pas besoin. La façon dont il a parlé de trahison de vérité étouffée par des années de protocole et de devoir montrer clairement qu'il ne s'agissait pas d'un problème institutionnel abstrait. Il parlait de membres de la famille. Et le fait que Catherine n'ait pas été mentionnée une seule fois dans son discours n'est pas un oubli, c'est une omission délibérée. Cela indique qu'elle y était soit la personne qu'il cherchait à protéger, soit celle dont il n'osait pas encore parler. Apparemment, ses conseillers l'avaient supplié de revenir sur sa décision pendant des heures avant qu'il ne s'y rende. Les membres les plus importants de la famille royale s'étaient réunis en urgence, mais le prince William avait déjà pris sa décision. Quoi qu'il ait découvert, quoi qu'il ait poussé à ce point, c'était plus important que l'institution. C'est ce qui le hantait. Il ne s'agissait plus de la couronne, mais de sa vérité. Le cheminement du prince William jusqu'à ce moment précis est révélateur. Pendant des mois, les journalistes avaient remarqué son comportement étrange, absence à des engagements, air distrait, un sourire forcé. Les spéculations allaient bon train. Certains pensaient à des problèmes personnels, des soucis conjugaux, des problèmes de santé. D'autres imaginaient des tensions avec le roi Charles, ce qui n'est pas nouveau. Mais personne ne connaissait tous les détails, car il se trouvait apparemment dans un tiroir fermé à clé des archives privées de son père. Et c'est là que ça devient presque incroyable. Le prince William a utilisé un passe-partout transmis de la reine Élisabeth au roi Charles lors de la transition. Pendant que son père était à l'étranger, il a consulté les archives personnelles. Il y a découvert des lettres échangées entre Charles et un chef d'État étranger. Non pas des câbles diplomatiques ni des documents d'État, mais une correspondance privée concernant des terres, des titres et des biens liés aux intérêts personnels de la famille royale et non au gouvernement britannique. Des accords qui compromettaient directement les efforts de la défunte reine, des accords qui laissaient entrevoir des alliances menaçant l'intégrité même de la monarchie. Le prince William, confronté donc les conseillers juridiques du palais, exige des explications et au lieu de réponses, il n'obtient que des esquives, des réponses toutes faites et des mises en garde quant aux conséquences. À chaque fois qu'il réclame la transparence, il se heurte à un nouveau mur. C'est alors qu'il devient évident que l'affaire ne se limite pas à quelques lettres. Tout un système est en place pour étouffer l'affaire. Les hauts dignitaires de la cour, qui avaient passé des années à préserver la couronne des scandales, n'étaient pas des conseillers loyaux, mais des gardiens du temple chargés de protéger des secrets trop sensibles pour être révélés. Et voilà que le prince William avait percé leur voile. Plus il creusait, plus il s'isolait au sein même de sa famille. Les réunions devinrent tendues, les conversations avec Charles se refroidirent. Ce qui avait commencé comme la quête de réponse d'un fils s'est transformé en une lutte acharnée entre un père cherchant à garder le contrôle et un héritier refusant de se voiler la face. Charles le suppliait d'abandonner. Le prince William refusait. Les disputes devinrent si bruyantes qu'il fallut demander au personnel du palais d'évacuer tout l'étage.
Au milieu de cette tourmente se tenait Catherine. Elle était, depuis des années, le pilier de la famille, chacun le savait. Et elle tenta de raisonner le prince William. « Si tu continues comme ça, lui dit-elle, tu vas tout détruire, la famille, la confiance du public, tout. » Mais la vérité l'avait déjà rattrapé. Il n'agissait pas seulement en prince. Il agissait ainsi en père désireux de léguer à ses enfants une cause en laquelle ils puissent croire. Et honnêtement, quand on voit la suite, il est clair que Catherine avait raison de s'inquiéter, car les répercussions ne se sont pas arrêtées au discours du prince William. Elles ont déclenché quelque chose de bien plus important. Au moment même où l'annonce du prince William faisait la une des journaux du monde entier, un avion royal atterrissait à Heathrow dans le plus grand secret. Aucun registre de vol, aucune presse, juste la sécurité royale escortant un seul passager. Le prince Harry descendit de l'avion, l'air épuisé, les yeux cernés, tenant une enveloppe scellée ornée des armoiries royales, manifestement anciennes, manifestement personnelles et manifestement jamais vues depuis des décennies. Une lettre de la princesse Diana sortie d'un coffre-fort secret. Mais voilà, le prince Harry n'a pas décidé de rentrer par hasard. Il a été convoqué. L'annonce du prince William a déclenché une clause rarement utilisée du protocole d'urgence royale qui exige que chaque membre de la famille royale se présente au Royaume-Uni, même ceux qui ne sont plus en fonction. Meghan Markle a refusé de venir. Selon des sources proches d'elle, elle se méfiait des circonstances et craignait l'image que renverrait un retour dans une famille qui avait déjà occupé une place si importante dans sa vie. Le prince Harry embarqua donc seul sous une forte pression, portant un fardeau invisible aux yeux de tous. Une fois arrivé au palais, la situation se compliqua rapidement. La princesse Anne et le prince Edward sont intervenus personnellement et lui ont interdit l'accès aux appartements royaux privés. Le personnel a décrit une confrontation tendue dans le couloir ouest des voies qui s'élevaient des accusations et des agents de sécurité s'interposant entre les membres de la famille. La princesse Anne a dit au prince Harry que ce n'était pas une question d'émotion, mais de survie de la couronne. Le prince Harry a répliqué en brandissant la lettre et en exigeant de parler au prince William, mais ce dernier était absent. Il était déjà parti pour Sandringham, coupant toute communication directe, et c'est là que l'histoire prend une tournure dramatique. Le prince William avait prévu que son message parvienne d'abord au prince Harry. Une première version du discours avait été remise en main propre aux messagers royaux avec des instructions strictes, la remettre au prince Harry avant sa publication dans la presse. Quelque chose a mal tourné. Qu'il s'agisse d'interférence ou de mauvaise gestion, le prince Harry ne l'a jamais reçu. Il l'a appris comme tout le monde par les gros titres et les réseaux sociaux. Il s'est senti profondément trahi. Peu importaient les intentions du prince William. Le mal était fait. Les deux frères se sont retrouvés face à face dans un couloir orné de portraits de leurs ancêtres. Ni caméra, ni micro. Juste deux hommes liés par le sang et séparés par des blessures trop profondes pour être exprimées par des mots. Le prince Harry a posé une seule question. Devais-je encore être pris au dépourvu? Le prince William n'a pas répondu. Il ne pouvait pas. Car la vérité, c'est que la tempête avait pris une ampleur incontrôlable. Leur lien déjà fragile venait de subir un nouveau coup dur et le poids des dernières volontés de leur mère planait plus lourd que jamais. Tandis que tous les regards étaient tournés vers les frères, quelque chose se tramait chez Catherine, imperceptible au premier abord. Derrière les vitres du palais à peine visibles, elle tremblait. Sa santé se détériorait depuis des semaines. Absence inexpliquée, évanouissement, journée entière passée cloîtrée dans sa chambre.
Mais ce n'était pas seulement physique, c'était un épuisement émotionnel dû au poids des secrets de palais, au fait d'en savoir trop et d'en dire trop peu, à la proximité du prince William et de sa descente aux enfers. Chaque conversation nocturne s'était assombrie. Chaque stratégie chuchotée s'était évanouie dans le silence. Elle avait tout supporté avec grâce, mais même les diamants finissent par se fissurer sous une pression implacable. Le point de rupture fut un événement que personne n'avait vu venir. Le journal intime de Catherine a fuité quelques heures avant l'annonce du prince William. Comment cela a fuité reste un mystère, mais le document contenait des pages bouleversantes d'une agonie et d'une terreur silencieuse. Une phrase m'a particulièrement marqué: « J'aurais aimé partir avant que cela ne nous brise tous. » Cette phrase brute et sans filtre a fait le tour du monde et est devenue la citation emblématique du délitement de la famille royale. Catherine n'avait jamais parlé à la presse, jamais accordé d'interview, mais sa douleur portait désormais une voix plus forte que n'importe quelle déclaration du palais. La reine Élisabeth avait jadis instauré un protocole de protection strict autour de Catherine, consciente du rôle qu'elle aurait un jour à jouer, mais après sa disparition. Ce protocole fut discrètement démantelé sur ordre du roi Charles lui-même. Le défunt monarque avait pressenti la vulnérabilité de Catherine face à l'attention médiatique croissante. Avec la disparition de la reine et Charles prenant le contrôle, Catherine se retrouva exposée émotionnellement et politiquement. Elle avait supplié le prince William de ne pas parler non par manque de confiance en lui, mais parce qu'elle connaissait le prix à payer. Elle l'avait déjà vu s'effondrer sous le poids de révélations qu'il n'aurait jamais dû avoir apportées. Mais le prince William était animé par quelque chose de plus grand que la prudence, et Catherine se retrouva seule dans les recoins isolés du palais, hors de portée des caméras, réduite au silence, non par ordre, mais par le chagrin. Puis, la princesse Anne entra dans la pièce et tout changea. Personne ne parle comme la princesse Anne, ni à voix basse, ni par énigme, et certainement pas avec peur. Lorsqu'elle entra dans la chambre royale privée, quelques instants après l'annonce du prince William, les conseillers restèrent silencieux. Camilla se figea. Le roi Charles, pour la première fois depuis des années, parut incertain. La voix de la princesse Anne ne s'éleva pas, mais elle n'en avait pas besoin. 6 mots suffirent. Ce n'était pas ce qu'elle voulait. Par cette simple phrase, le voile de déni qui enveloppait le cercle restreint de la famille royale fut violemment déchiré. La fureur de la princesse Anne n'était ni vague ni hypothétique. Elle visait directement Camilla et les principaux conseillers qui avaient passé des années à protéger Charles de toute dissidence. Elle les accusait de quelque chose de plus grave que de simples erreurs politiques: la déformation délibérée de l'intégrité de la lignée monarchique. Selon la princesse Anne, il existait des instructions finales non publiées de la reine Élisabeth, des directives personnelles jamais rendues publiques, discrètement scellées et tenues à l'écart même du conseil privé. Celle-ci. Il ne s'agissait pas de vœux cérémoniels. C'étaient des mesures de protection, des garanties qu'Élisabeth avait élaborées durant sa dernière année de règne, alors que sa santé déclinait et que sa confiance dans le nouveau régime commençait à s'effriter. La princesse Anne affirmait que les instructions privées de la reine avaient été délibérément dissimulées, car elles représentaient une menace pour ceux qui profitaient désormais de leur absence. Lorsqu'elle cita ces documents, Camilla entra dans une colère noire. Ce qui suivit ne fut pas un désaccord, mais une véritable explosion. La princesse Anne remit ouvertement en question la légitimité de la place de Camilla dans l'ordre de succession, demandant à haute voix si la reine avait jamais véritablement approuvé le titre complet qui lui avait été accordé. Camilla, rouge de rage, sortit en trombe, non sans avoir lancé une remarque sur le fait qu'elle était la seule à maintenir la famille unie.
La princesse Anne aurait alors rétorqué « Oh !» Alors il n'est pas étonnant que nous soyons déchirés. Après la confrontation, la princesse Anne demanda un entretien privé avec le prince William. Dans un bureau royal paisible, elle sortit une enveloppe qui n'avait pas vu la lumière du jour depuis plus d'1 an. Les bords usés, le sceau intact, elle portait les armoiries privées de la reine Élisabeth et avait été conservée sous la protection d'Anne depuis le décès de cette dernière. Elle la tendit au prince William sans dire un mot. À l'intérieur se trouvaient des pages manuscrites, des réflexions émouvantes des craintes et une phrase glaçante qui disait, selon la légende, « Si le poids devient insupportable, ne fais confiance qu'au sang. » Ce qu'avait fait la princesse Anne n'était pas un coup d'État, c'était un règlement de compte. Elle avait tracé une ligne nette entre le devoir et le déni, entre la tradition et le masque moderne qui l'avait déformé. Pour le prince William, ce fut un rare moment de lucidité dans la tempête, mais cette lucidité avait un prix. Car derrière les révélations d'Anne se cachait une vérité à laquelle même le prince William n'était pas préparé. Une vérité concernant un être si jeune et innocent que personne n'aurait imaginé qu'il deviendrait une arme dans cette lutte pour la couronne. Le prince George atteint à peine la hauteur du podium d'où son père s'exprimait. Pourtant, dans l'ombre des murs de Buckingham, il était devenu, sans le savoir, l'élément central d'une tempête menaçant de déchirer la monarchie. Sa disparition soudaine des sorties familiales, ses apparitions annulées, ses sourires forcés qui ne duraient qu'un instant. Tout s'éclairait désormais. Une clause cachée enfouie au plus profond du testament privé de la reine Élisabeth venait d'être révélée. Elle ne se contentait pas d'esquisser un espoir ou une suggestion. Elle désignait George comme l'incarnation d'une monarchie différente, une monarchie préservée des compromis du chaos et de la corruption silencieuse qui avait rongé la couronne de l'intérieur. La clause détaillait un programme secret d'héritage et de mentorat mis en place par la reine durant sa dernière année de règne, destiné à contourner les intermédiaires habituels et à placer George directement sous la tutelle de 3 personnes, le prince William, la princesse Anne et une figure non identifiée extérieure à l'appareil royal traditionnel. Ce qui a le plus ébranlé le palais, c'est ce que la reine a manifestement omis de mentionner. Camilla, dans les 14 pages de son supplément manuscrit, n'était jamais citée en lien avec la génération suivante. C'était intentionnel, indéniable et accablant. Camilla, déjà furieuse de l'intervention de la princesse Anne, se retrouvait désormais exclue d'un autre avenir royal. Ok. Catherine, qui s'était longtemps battue pour protéger ses enfants des machinations de la cour. Oui, refusait de confier George à des engagements hors de sa supervision. Ce qui n'était jusqu'alors qu'une tension latente entre les 2 femmes de la famille royale a dégénéré en confrontation directe. Des témoins ont décrit un échange explosif au cours duquel Camilla a accusé Catherine d'avoir orchestré un piège successoral, un complot visant à l'écarter définitivement en se cachant derrière les paroles posthumes de la reine. La réponse de Catherine fut froide et définitive. Tu n'as jamais fait partie de son plan. La raison de la disparition de George de la vie publique prenait désormais un sens douloureux. Il n'était pas malade, il n'avait pas été envoyé à l'étranger, il était protégé. La princesse Anne avait pris sur elle d'exaucer les souhaits privés de la reine. Lors d'une cérémonie intime dans l'une des chapelles privées d'Élisabeth, elle remit à George un artefact symbolique,
une relique transmise de génération en génération au sein de la lignée royale, censée n'être offerte que lorsque l'avenir doit être protégé à tout prix. La nature de cet objet demeure un secret bien gardé, mais sa signification était limpide. George était désormais plus qu'un enfant. Il était le symbole de ce qui pouvait encore être sauvé. Quelques heures seulement après la fuite des détails du testament des membres du personnel du palais fidèle à Camilla, commencèrent à diffuser des contre-arguments remettant en question la validité des dernières volontés de la reine et suggérant une falsification ou une manipulation. Une guerre juridique et émotionnelle avait commencé, et au cœur de ce conflit se trouvait un enfant trop jeune pour comprendre le poids qui pesait sur ses épaules. C'est alors que le prince William fit son choix. Il se tint à la tribune royale, non pour honorer la tradition, mais pour la réécrire. D'une phrase calme, mais cinglante, il annonça la refonte de l'ordre royal et anéantit les fondements mêmes de ce que Camilla avait discrètement bâti. Cette refonte royale était bien plus qu'un symbole. C'était une directive radicale, signée et scellée, qui restructurait la hiérarchie cérémonielle royale et écartait formellement Camilla de toute position d'influence liée à la prochaine génération d'héritiers. Son nom n'était pas rétrogradé, il était effacé. Rayé des listes, exclu des planifications, rayé des documents qui lui promettaient autrefois un héritage parmi les futurs dirigeants de Grande-Bretagne. Au moment où ce décret fut lu à haute voix dans les salles de marbre de Windsor, des murmures d'indignation se propagèrent comme une traînée de poudre. Le visage de Camilla se serait figé, mais derrière ses yeux coulait une tempête qu'elle ne pouvait plus contenir. 10 membres du personnel fidèle à Camilla de longue date démissionnèrent en signe de protestation. Certains en silence, d'autres en claquant les portes, mais tout autant restèrent, et plus nombreux encore applaudirent discrètement. Pendant des années, ils avaient marché sur des œufs, évoluant dans une structure de pouvoir qui privilégiait le silence à la vérité. Désormais, le rapport de force s'était inversé. La princesse Anne, le prince Edward et Catherine se tenaient unis contre Camilla. Leur alliance était d'abord subtile, un regard échangé. Ici, un signe de tête, là, mais en coulisses, leur coordination était méticuleuse. Le silence du roi Charles était peut-être le signe le plus éloquent. Il observait les conséquences de l'incident depuis un balcon privé, sans dire un mot, sans lever la main pour se défendre. Choc, culpabilité ou approbation tacite, nul ne pouvait le dire. Mais son refus d'intervenir laissa Camilla complètement vulnérable. Reine consorte d'un homme seulement dépouillé de ses alliés et privé d'héritage. Le pouvoir qu'elle avait jadis exercé lui échappait désormais. Camilla fut escortée hors de l'aile est du palais par les gardes royaux, ses talons résonnant sur la pierre froide, son visage strié de larmes. Cela n'était pas encore l'exil, mais c'était ce qui s'était le plus approché d'une répudiation publique de la reine par la monarchie. Au milieu de ce chaos, quelqu'un sortit d'un entrepôt royal verrouillé, une cassette audio abîmée et poussiéreuse ayant appartenu à la reine. Personne ne s'attendait à ce qu'elle fonctionne. Lorsque le son déformé se mit à s'animer, la pièce se figea. La voix de la princesse Diana, douce posée et envoûtante, transperça le temps comme un ultime acte de défi. Ne faites jamais confiance à une couronne qui oublie ses racines. À ces mots, toutes les illusions auxquelles le prince William s'accrochait encore s'effondrèrent. L'enregistrement était court mais accablant. Diana parlait non seulement en mère, mais aussi en femme trahie, évoquant les forces au sein du palais qui avaient manipulé sa vie et déformé sa vérité. Elle ne nomma jamais personne, mais son ton changea lorsqu'elle parla de ceux qui, selon elle, façonneraient un jour l'avenir de ses fils. Une phrase l'a particulièrement marquée.
Si jamais on réécrit ton histoire, sache que tout a commencé avec elle. Pour le prince William, il n'y avait aucun doute sur l'identité de sa mère. Il se serait effondré en entendant sa voix. Il s'est enfermé pendant des heures. La douleur ne résidait pas seulement dans le message, mais aussi dans le moment où il est arrivé. Il avait fait son annonce ternie, l'image de l'institution écartée Camilla de l'avenir royal. Mais ce message vocal était la confirmation ultime que chaque choix douloureux avait toujours été en accord avec la vérité inavouée de sa mère. Il ne l'a pas gardé pour lui. Dans un moment d'intimité, le prince William a remis la cassette à la princesse Anne, lui faisant confiance pour la gérer, non pas en tant que membre de la famille royale, mais en tant que plus fervente défenseur de sa mère. Plus tard dans la soirée, l'enregistrement a été diffusé dans un salon paisible de Windsor. George et Charlotte étaient présents assis aux côtés de la princesse Anne qui leur a expliqué que ce qu'ils allaient entendre n'était pas destiné au monde entier, mais à eux, à leur sang, à leur avenir. Alors que la voix de Diana emplissait la pièce, l'histoire s'est écrite sur elle-même. Une mère disparue depuis longtemps venait de retrouver sa place au sein d'une monarchie qu'elle n'avait jamais pu influencer. L'existence du message vocal a fuité dans la presse. Le public a réagi comme jamais depuis les funérailles de Diana. Les hashtags se sont propagés à une vitesse fulgurante. Des veillées ont été organisées du jour au lendemain aux portes du palais. Des bougies brûlaient en hommage à une femme que le monde n'a jamais cessé de pleurer. À travers les générations, on a pleuré non seulement la perte de ce qui avait été perdu, mais aussi la satisfaction d'avoir enfin entendu la voix de Diana. Et puis, le roi Charles a finalement pris la parole. Après des jours de silence assourdissant, il s'adressa à la nation, non pas revêtu du manteau d'un souverain, mais portant le poids insupportable du regret d'un père. La nation attendait une défense. Ce qu'elle a eu, ce furent des aveux. Dans une allocution royale d'urgence et impromptue. Sa voix tremblait non pas sous l'effet de l'âge, mais sous le poids de la culpabilité et de la lassitude, et face à la prise de conscience que l'institution qu'il avait juré de défendre avait ce faisant détruit ce qui comptait le plus pour lui, sa famille. Je n'ai pas été assez fort pour préserver l'unité de ma famille, admet-il, fixant la caméra droit dans les yeux. Pas de drapeau de palais, pas de mise en scène royale, pas de décor cérémoniel, juste un homme sans excuse exposant les failles entre paternité et monarchie. Il reconnut ses échecs non seulement en tant que souverain, mais aussi en tant qu'époux, qui avait trop longtemps laissé le passé s'installer, et en tant que père, qui avait vu ses fils sombrer toujours plus dans le silence. Puis vint le moment qui stupéfia le royaume tout entier. Le roi Charles proposa de se retirer indéfiniment de ses fonctions royales, non pas comme un simple geste symbolique, mais comme un moyen d'ouvrir la voie à une restauration. Il admet que la monarchie ne pouvait plus prospérer sous l'ancienne garde. Mais que, le monde a changé, déclara-t-il, et la couronne doit changer avec lui ou disparaître. Au sein du palais, les avis étaient partagés. Certains y voyaient une capitulation, d'autres l'acte le plus courageux de son règne. Mais la foule dehors écoutait et beaucoup pleurait, dans ce qui pourrait bien devenir son acte le plus marquant. Le roi Charles annonça qu'il rétablirait officiellement les dernières volontés inédites de la reine Élisabeth comme protocole royal. Chaque document tenu secret, chaque lettre cachée, chaque directive scellée de la défunte reine guiderait désormais l'avenir de l'institution. N'étant plus étouffée par l'ambition et la tradition, la voix d'Élisabeth allait enfin résonner à nouveau
sur le trône qu'elle avait laissé derrière elle. Ces derniers mots s'imposèrent dans l'âme de la nation. Que l'avenir leur appartienne pas à moi. Kacheki Abkekesi. Par cette phrase, il renonça non pas entièrement à la couronne, mais au pouvoir d'en dicter le cours. Il se détourna de son héritage pour embrasser l'humilité et le deuil et accepter que l'ère qu'il représentait touchait à sa fin. La scène royale était réinitialisée, tandis que les caméras s'éteignaient et que le silence retombait sur Buckingham Palace. Le monde entier savait une chose, la monarchie ne serait plus jamais la même.